10h31 et vous êtes à l'écoute de TPMP, Touche pas à ma planète, l'émission qui vous informe et vous sensibilise au réchauffement climatique. Vous avez sans doute bien dormi, mais n'oublions pas que chaque jour, notre planète est en mode survie. Je suis Alexis Michel. Et je suis Farida El Chourbaji. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, le réchauffement climatique, mais sous un angle original qui est celui du dessin. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau notre invité Monsieur Xavier Orion, dessinateur professionnel, qui a notamment participé à la création de la bande dessinée Horizon climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. Bonjour Xavier, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter l'équipe du jour, nos camarades de classe de seconde 5 du lycée Edmé Bouchardon, nos journalistes Sacha et Colline, nos chroniqueurs Manaï et Alexis, et un peu plus tard dans l'émission, nous serons rejoints par notre autre duo, Alexis et Thomas. Et maintenant, pour nous mettre dans le contexte et mieux comprendre les perceptions de chacun, nous vous proposons d'écouter un micro-trottoir réalisé par Axel et Camille au sein du lycée, spécialement pour notre émission. Est-ce que vous savez ce que c'est le GIEC ? Non. 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 Selon moi, le GIEC, ce sont des scientifiques qui se réunissent afin d'établir ce qui s'est passé concernant le climat sur les années qui viennent de se passer. Non, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Non, je sais pas c'est quoi. Et pour vous, est-ce important de sensibiliser dès le plus jeune âge sur les conditions climatiques et environnementales ? Oui, je pense que c'est très important pour le futur et que les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir une planète qui soit encore vivable dans les années qui arrivent. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, je pense. Oh bah oui, c'est très important, car nos jeunes enfants sont notre avenir. Vous pensez ? Moi, je pense pas. Merci à Axel et Camille pour ce micro-trottoir. On voit bien que le réchauffement climatique est un sujet qui concerne tout le monde, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre. Alors comment rendre ces informations accessibles à tous ? Comment réussir à informer sans perdre le public avec des chiffres ou du vocabulaire trop compliqué ? C'est justement là que le dessin entre en jeu. À travers la bande dessinée, il devient possible de raconter, d'expliquer et de sensibiliser autrement. Et donc pour approfondir cette idée, nous retrouvons tout de suite nos chroniqueurs pour une première chronique. Et oui, en effet, nous sommes en 2026 dans une période pleine d'enjeux, notamment le réchauffement climatique qui devient très problématique et préoccupant. Il est donc essentiel que tout le monde soit informé. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié son rapport annuel, mais il est seulement compréhensible par des gens très connaisseurs, avec du vocabulaire et des notions compliquées. La BD permet de rendre accessibles les travaux du GIEC sans les déformer. Vulgariser, c'est comme organiser les savoirs comme une histoire. Le dessin est clair avec des graphiques amusants et expliqués. Cela crée un pont entre l'abstrait et le quotidien. De plus, on retrouve des choses de la vie quotidienne qui font que l'on se sent concerné. La BD est très populaire et attire beaucoup plus de monde qu'un énorme pavé de rapports, donc c'est pédagogique. Merci pour cette chronique, on comprend mieux comment le dessin permet de rendre le réchauffement climatique plus simple et concret. Nous allons maintenant passer à l'interview de notre invité Monsieur Xavier Orion par Colline et Sacha. Merci Alexis, bonjour Xavier. Depuis quand avez-vous développé votre passion pour le dessin ? Alors moi j'ai commencé à dessiner assez tard en fait, j'ai pas l'âge exact mais je pense que je dessinais comme tout le monde avant, mais à partir de 17 ans à peu près, j'ai commencé à me dire en fait c'est ça que je veux faire. Quel est votre parcours scolaire ? Aujourd'hui ça peut paraître moins surprenant parce que c'est vrai que la BD sur le GIEC s'en rapproche, mais j'ai fait maths sup. Donc j'ai fait beaucoup de maths, parce que j'aimais ça et j'aime toujours ça en vrai. Mais je me suis dit en fait c'est pas ça que je veux. Et après maths sup j'ai tout plaqué pour dire je vais faire du dessin. J'étais assez parti pour la BD à la base, mais je me fermais pas la porte à l'animation ou à d'autres choses plus dans l'art pur, comme on pourrait dire. Et j'ai fait plusieurs écoles de dessin sans jamais les finir. Je sais pas si c'est un bon exemple. Une année par-ci, une année par-là, 2 années là. Et j'ai pris un peu tout ce que je pouvais partout. Et en sortant de ça, je me suis dit, allez, j'y vais. Et j'ai commencé ma première BD comme ça, avec un scénariste, dans un premier temps. Avez-vous une technique particulière pour dessiner ? Moi, je dessine à la main, encore, sur papier, avec ça dépend des projets, la plume, des feutres, etc. J'aime beaucoup de ce qu'on appelle la couleur directe, c'est-à-dire poser la couleur directement sur la planche, sur le papier, et pas à l'ordi. Mais aujourd'hui, on va dire que ma façon la plus courante de travailler, c'est le dessin sur papier, généralement avec des feutres ou à la plume. Et la couleur, je la fais à l'ordi pour avoir des aplats clean, surtout sur des BD comme celle du GIEC où on a besoin d'avoir une couleur qui va pas trop perturber la lecture, quoi. Avez-vous remarqué une dégradation de l'environnement depuis votre jeunesse ? Oui. C'est difficile à voir parce que c'est des choses qui avancent doucement et en fait on voit l'évolution
C'est une évolution lente, effectivement, et c'est que quand on regarde en arrière qu'on s'aperçoit qu'il y a eu de gros changements. Je sais qu'il y a un exemple qui souvent touche les gens plus de mon âge. c'est souvent répété, donc ça va surprendre personne, je pense, mais c'est les insectes qui se collent sur les vitres des voitures. Enfin, moi, quand je faisais un voyage en voiture quand j'étais gamin, au bout de 300-400 km, le pare-brise, il fallait le nettoyer. Il y avait des insectes écrasés dessus en permanence. Aujourd'hui, plus rien. On a pu voir que vous avez écrit Toxic Boy. Ce livre porte aussi sur le sujet de l'écologie. Pourquoi est-ce un sujet qui vous tient tant à cœur ? Alors j'ai toujours été sensible à l'environnement. Moi j'aime beaucoup la montagne par exemple, mais c'est vrai que c'est des sujets dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler aussi bien des arbres, des plantes que des animaux. J'adore être dehors, donc c'est un sujet qui me parle tout simplement. Avec Toxic Boy, c'était un premier pas, ça reste quand même du fantastique. Et c'est pas encore de l'écologie dure, on va dire. Pourquoi la BD et pas un autre format ? Alors, ce que j'adore dans la BD, c'est que on maîtrise tout. Bon, alors, des fois, on travaille avec un scénariste, on peut travailler à plusieurs. Sur Toxic Boy, en l'occurrence, je travaillais tout seul et je faisais ce que je voulais. C'est-à-dire, si je devais faire un film, il me faudrait des acteurs, il me faudrait des personnes pour monter les décors, pour faire les costumes, peut-être un metteur en scène. Je maîtrise pas tout. Et puis, il faut aussi plus de moyens, c'est sûr. La BD, on peut faire tout ce qu'on veut tout seul dans son coin. Pensez-vous que votre BD peut changer les mentalités ? J'espère. On a mis beaucoup d'énergie dedans. On a la chance d'avoir un éditeur qui nous a soutenus, qui a aidé à la diffusion, qui a fait en sorte que le bouquin soit visible. Après, j'espère que le bouquin en lui-même fait son effet, c'est-à-dire que les gens comprennent ce qu'on veut dire, que le message passe et que après ça puisse se diffuser tout seul, quoi. Et avez-vous des projets futurs dans le dessin ? Oui, continue. Là, je suis en train de faire, toujours avec Iris, donc ce livre sur le GIEC qui est scénarisé par Iris Amatadion. Là, on continue avec un autre projet sur l'IPBES, qui ne parle à personne. C'est l'équivalent on l'appelle souvent le GIEC de la biodiversité. Merci pour cet échange très très enrichissant. Bon, on va pas se mentir, lire un rapport du GIEC de 1000 pages, c'est pas vraiment le programme de nos soirées. Mais pourtant, comprendre ce qui arrive à la planète, c'est la base si l'on veut agir. Alors, comment fait-on pour rendre la science digeste ? Eh bien, la réponse tient dans une BD. On regarde ça tout de suite avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique, il ne suffit plus que l'information existe. Il faut qu'elle circule et qu'elle soit comprise. Et certaines œuvres y contribuent particulièrement bien, comme la bande dessinée Horizon climatique. On ne se contente pas d'aligner des données ou des graphiques. On suit des récits, des situations, des personnages, et c'est précisément cela qui permet de mieux comprendre. Le dessin joue ici un rôle clé. Il permet de visualiser des phénomènes complexes comme l'effet de serre, la montée des températures ou encore les conséquences sur les écosystèmes. Des notions parfois abstraites deviennent concrètes, presque évidentes. Grâce au dessin, les informations deviennent beaucoup plus accessibles. Les textes sont plus simples, les graphiques sont clairs et les schémas permettent de comprendre rapidement des mécanismes parfois difficiles. On trouve aussi des exemples concrets inspirés du quotidien. Oui, par exemple, un camion rempli de plastique est versé dans les océans chaque minute. Cela rend les explications plus parlantes et plus proches de nous. Nous trouvons la BD très détaillée et explicative, ce qui nous a permis de comprendre le sujet très facilement. Mais surtout, cette BD parle de notre quotidien. Elle montre comment le changement climatique impacte nos vies, nos choix, nos habitudes. On ne reste donc pas spectateur, on se sent concerné. Un autre aspect intéressant, c'est sa construction. Chaque scientifique lié aux travaux du GIEC est associé à un chapitre. Et chaque chapitre peut être vu comme une étape d'une forme de prise de conscience, proche des étapes du deuil, du déni à l'acceptation, jusqu'à l'envie d'agir. Et c'est là toute la force de ce type d'ouvrage. Contrairement à un rapport scientifique très dense, cette bande dessinée est plus accessible, plus engageante et touche un public beaucoup plus large, notamment les jeunes. De plus, on trouve des points d'humour ainsi que des jeux de mots, ce qui rend la lecture plus amusante. Après tout, à quoi sert une connaissance si elle ne peut pas être partagée ? Et comme l'a très bien dit Albert Einstein, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Et finalement, grâce à cette émission, nous savons et nous pouvons dorénavant agir. On vient de le voir, la BD c'est l'arme ultime pour rendre la science accessible à tous. Et pour creuser le sujet, on passe tout de suite de la théorie à la pratique avec Xavier, un artiste qui a fait de son coup de crayon un véritable cri d'alerte. Il est avec nous en studio et pour l'interroger, je laisse à la main à Axel et Thomas. Monsieur, c'est à vous. Merci Farida. Pourquoi le GIEC est-il fiable ? C'est la question que beaucoup de personnes se posent en fait. Il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause le GIEC parce que le GIEC travaille pour les gouvernements. C'est pas parce que leurs rapports sont destinés au gouvernement que les gouvernements influencent leur travail. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GIEC, c'est des scientifiques qui sont sélectionnés sur des bases complètement neutres. Le gouvernement ne regarde pas ça. C'est pas eux qui choisissent les scientifiques. Et ces scientifiques, ils font un résumé de toutes les publications scientifiques qui sortent chaque année, et même celles sorties précédemment. Et à partir de ce résumé, toujours de façon complètement neutre, ils sortent un rapport qui tire des conclusions de tout ce qu'ils ont pu lire par-ci et par-là. Et après, ce rapport, il est à destination des gouvernements. Donc là, les gouvernements peuvent prendre la décision de limiter les émissions carbone sur l'industrie, sur les transports, ou quoi que ce soit. C'est pas le GIEC. Le GIEC, il a aucun pouvoir de dire il faut faire ça.
Le GIEC, son rôle, c'est un rôle indicatif en fait. Ils vont dire, là il y a un problème, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Et c'est les gouvernements après qui prennent les décisions. Donc en soi, le GIEC, il est fiable dans le sens où c'est la science pure. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en science, il y a ce qu'on appelle un article scientifique. Un article, ça veut dire qu'un scientifique va écrire un rapport sur son travail, et à partir de là, donc il va écrire cet article, il va l'envoyer à des journaux qui vont relire. Certains vont essayer de refaire les expériences, voir si ça fonctionne. Les journaux, ils valident ou ils valident pas. Puis il y a différents journaux, il y a des journaux plus ou moins fiables. Là, en l'occurrence, c'est aussi pris en compte par le GIEC, c'est-à-dire que si c'est un article qui sort dans un journal qui est pas fiable du tout, bah on va regarder avec un œil un peu suspicieux sur cet article, quoi. Par contre, une fois qu'il y a ça, il y a ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on prend plein d'articles qui sont parus dans des journaux et on essaie encore de sortir quelque chose de tout ça. Et quelque part, le rapport du GIEC, c'est une super méta-analyse, c'est-à-dire qu'on prendrait encore tout ça et faire un résumé global. Comment s'est passée votre collaboration avec Iris Amatadion et les scientifiques du GIEC ? Alors sur ce livre, c'était un peu particulier parce que moi je suis arrivé après sur le projet, c'est-à-dire qu'Iris avait pour ambition de faire ce livre toute seule à la base. Quand je suis arrivé, elle avait déjà fait toutes les interviews, elle avait écrit tout le scénario. Moi, je suis arrivé en cours de route pour l'aider à mener ce projet à bien. Donc, je me suis aussi pas mal approprié le bouquin, dans le sens où j'ai réécrit des choses. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible, parce que malheureusement, dans le milieu scientifique, ils ont aussi leur jargon, c'est pas toujours facile de suivre. Moi, j'ai essayé de faire l'intermédiaire, parce que Iris étant elle-même climatologue, il y a des choses, elle se rendait pas compte que c'était pas accessible à tout le monde. J'ai retravaillé ça, bien sûr, avec Iris. On a fait tout relire aux scientifiques pour que, comme c'est leur parole qui est mise en jeu, à chaque fois c'est des interviews des scientifiques, donc c'est leur parole qui est mise en jeu, ils ont vérifié, ils ont validé, petit à petit on est arrivé comme ça au bout, quoi. Avez-vous suivi les mêmes étapes que votre personnage ? Non. c'est assez marrant parce que ce qu'on dit souvent, c'est que dans cette BD, il y a plein de faits qui sont vérifiés, sourcés dans tous les sens. On fait attention, justement, ce que je disais au niveau des scientifiques, qu'ils soient toujours valides, etc. Et la première chose qu'on fait dans cette BD, c'est un mensonge. C'est-à-dire que la relation entre Iris et Xavier, qui est présentée assez rapidement, n'existe pas comme ça. En fait, Iris, je la connaissais pas. On s'est rencontrés sur ce projet, etc. Donc, toute la relation Iris et Xavier, c'est pas du tout ça. Et après, personnellement, j'étais déjà au courant de beaucoup de choses. Pas autant au courant qu'Iris, bien sûr. Ça fait des années que je me renseigne, donc je suis au courant de beaucoup plus de choses que ce que le personnage de Xavier dans la BD montre. D'autant plus même qu'à un moment donné, il a des propos limites climato-sceptiques que je ne partage pas. Arrivez-vous à ne pas désespérer face à l'inaction de certains élus et citoyens ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où je ne m'autorise pas le désespoir. Je ne m'autorise pas de lâcher l'affaire. C'est pas une option, tout simplement. Et effectivement, ça peut être déprimant quand on voit des choix qui sont faits, quand on voit que tout est clair. C'est un des slogans de Scientifiques en Rébellion, c'est la science est claire. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont au niveau du changement climatique. Un des résultats du GIEC, c'est sur la dernière décennie, le changement climatique actuel est 100% pour les raisons des activités humaines. C'est pas, effectivement, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles le climat change. Mais là, sur ces 10 dernières années, c'est 100%. Et pour qu'un scientifique dise 100%, faut se rendre compte, c'est complètement fou. Un scientifique, il va toujours dire, c'est 99% de chance parce que peut-être il y a 1% de chance. On n'est pas tout à fait sûr. Non, c'est 100%. Quand on voit que les politiques actuelles, la plupart du temps, ne suivent pas, faut pas dire pour tout le monde, bien sûr. Mais malheureusement, quand on voit Trump au pouvoir, et puis même, il n'y a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis, même en France, on n'avance pas très vite, on va dire. Il y a beaucoup de cases explicatives, de graphiques et de tableaux très complexes. Est-ce difficile de dessiner pour transmettre des informations précises pour rendre accessible ? Ça a été un des principaux enjeux de cette bande dessinée, c'était rendre accessible certaines figures très complexes, effectivement. On a essayé de prendre le temps, c'est l'avantage de la BD, c'est que s'il y a une courbe qui nous paraît trop compliquée à expliquer comme ça, et ben on peut tout simplement prendre 3, 4, 5 pages pour l'expliquer. Moi je me souviens, pour donner un exemple, une discussion que j'avais avec Iris, parce que dans le scénario de départ, elle avait repris pour la courbe des températures, une courbe dans les rapports du GIEC qui montre l'évolution de la température ou l'anomalie de température, mais peu importe, ça revient même, qui partait il y a 600 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, en abscisse, si ça parle à quelqu'un, donc la partie horizontale de la courbe, c'était le temps, et alors c'est pas une échelle logarithmique, mais presque, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est en centaines de millions d'années, puis en millions d'années, puis en milliers d'années, etc. Et du coup, ça fait une courbe qui se rétrécit, en fait, c'est assez étrange à lire. Et en fait, j'expliquais à Iris que cette courbe, on peut pas la mettre telle quelle, parce que il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas la lire correctement, ils vont croire que la différence de temps à gauche sur 2 cm, ça va être la même chose qu'à droite, alors qu'il y a des rapports fois 1000 parfois. Donc ce qu'on a fait, typiquement, c'est qu'on a coupé cette courbe en plusieurs morceaux, on a dit voilà ce qui se passe sur les 60 derniers millions d'années, puis on a fait une autre courbe, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est qu'on a repris une courbe sur les, je sais plus exactement ce qu'on a pris, peut-être les 2000 dernières années, et puis les 100 dernières années, etc.
Donc on a pris le temps de montrer cette courbe morceau par morceau pour l'expliquer. Et on a fait ça un peu partout. Parfois il y a d'autres artifices, des fois c'est la fameuse les warming stripes, qui sont des lignes verticales, partent du bleu au rouge et qui montrent le réchauffement global. À la fin il y a 5 parties qui montrent les 5 scénarios principaux retenus par le GIEC. On a décidé d'en faire une espèce de couverture qui se sépare en 5 à la fin et que ça devient une main, les 5 doigts représentant chacun des scénarios, pour essayer de rendre ça visuel, rendre ça un peu, je sais pas si on peut dire amusant, mais en tout cas pas rester sur un truc trop didactique, trop froid, etc. Quelle est la signification de la phrase au dos du livre? L'avenir ne dépend pas du GIEC lui-même, mais de ce que nous faisons collectivement des résultats qu'il met en évidence. Ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le GIEC n'est pas là pour prendre les décisions. C'est pas le GIEC qui va sauver le climat ou quoi que ce soit. C'est à nous de prendre en main les résultats du GIEC et de faire ce qu'on peut faire, toutes les choses qu'on doit faire. Et quand je dis nous, c'est nous individuellement, chacun ici, mais c'est nous collectivement. Ça peut être un lycée en entier qui prend une décision commune. Ça peut être collectivement aussi de façon toute la région. Ça peut être collectivement toute la France, le monde. Alors je sais qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place si on doit réunir, je sais pas, certains pays d'Europe et certains pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, mais voilà. Vous dites dans la fin de la BD, il est important de rêver, de rendre le futur monde désirable et viable. À quoi ressemblerait ce monde pour vous? Justement, je pense que ce monde, ce serait une prise de conscience globale, collective, des enjeux déjà, et puis prendre des mesures communes qui impacteraient tout le monde dans le même sens, tout en respectant, parce que on vit dans un monde global aujourd'hui et on veut pas le voir. Une bonne partie des conséquences du réchauffement climatique aujourd'hui sont subies par des pays qu'on ne voit pas. Il y a une très forte inégalité au sein même de nos pays. Mais à l'échelle du monde, c'est encore pire. De toute façon, il faut vraiment... c'est cette vision qu'il faut avoir de travailler tous ensemble. C'est sûrement un peu utopique, optimiste, etc. Mais c'est vers là qu'il faut aller. Monsieur Westman dit dans la BD, quand on comprend l'enjeu, on ne peut qu'être extrêmement motivé pour s'impliquer sur le climat. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer? Ça, chacun peut s'impliquer à sa façon. On peut faire des petits gestes qui sont limiter notre consommation de viande, limiter notre utilisation de la voiture, limiter, voire supprimer les trajets en avion. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont faciles à faire, à notre échelle. Facile, en tout cas, ça demande pas d'avoir des moyens supplémentaires de ne pas prendre l'avion, par exemple. Après, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, malheureusement, s'il n'y a pas des choses qui bougent au-dessus. Typiquement, si on se dit on veut prendre le vélo plus facilement, on peut le faire, mais ce serait bien qu'il y ait plus de pistes cyclables, par exemple. Que ce soit plus sûr pour nous de traverser la ville à vélo. Dans le même genre, si on reste sur le vélo, ce serait bien qu'il y ait plein d'endroits là où les gens vont travailler, ils aient la possibilité de prendre une douche, tout simplement. S'ils arrivent au vélo, qui sont tout transpirants, ça va peut-être les bloquer. Il y a plein de petites choses comme ça qui ne dépendent pas de nous, mais on peut se battre pour ça, on peut aller voter déjà. Faudrait que les politiques suivent un peu ce qu'on veut aussi. Après, à des échelles plus petites, si sur un lycée, sur une entreprise, s'il faut des douches, les demander en fait. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, il y a des choses qui demandent du temps, que les infrastructures suivent, etc. Et puis, faut surtout pas oublier que tout ce qu'on fait, en fait, ça a un impact ailleurs. En fait, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, mais le réchauffement climatique a déjà des impacts très forts sur certains pays qui en souffrent énormément et certains pays vont disparaître, en fait, tout simplement. Les gens vont devoir partir de chez eux. Et certains partent déjà. Merci beaucoup Xavier d'avoir partagé avec nous votre parcours et votre regard sur l'urgence climatique. On rappelle que votre BD est disponible en librairie, un ouvrage qui, on l'a compris, ne laisse personne indifférent. C'est ainsi que se referme cet échange. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés de la meilleure des façons et qui nous a permis de comprendre que vulgariser un sujet complexe, ce n'est pas le rendre facile, c'est le rendre compréhensible. Cela demande de la pédagogie, de la rigueur et une vraie réflexion sur le public. Et avec la BD, Xavier Orion montre qu'on peut parler de science sérieuse en utilisant un médium populaire. Et si la vraie force de la vulgarisation était là, en faisant circuler le savoir au lieu de le réserver aux spécialistes.